Merci beaucoup à Jean-Jacques Mamba qui m'a invité aujourd'hui à une causerie, à une sorte d'interview. Avec lui, on va essayer de passer l'actualité en revue. On va essayer d'examiner sur toutes les coutures les questions brûlantes d'actualité. Je lui dis un grand merci à Jean-Jacques Mamba qui est élu de la circonscription de Ngaliema à Kinshasa. Encore une fois, merci monsieur le député. Écoute, on va se mettre à l'aise. Isaac, donc comment tu vas? Je vais très bien, Israël, je vais très bien, monsieur Jean-Jacques Mamba. Écoute, moi je voulais te voir, qu'on discute un peu. Il y a plein de sujets d'actualité, mais comme je reçois des coups de fil aussi, il y a des gens qui veulent que j'intervienne. On ne peut pas intervenir sur tout, mais bon, peut-être que tu as quelques sujets qui t'intéresseraient, on peut en discuter. Lesquels par exemple? Qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Qu'est-ce qu'il y a dans la ville? L'actualité, c'est d'abord le voyage du président de la République, sa tournée en Europe et aux États-Unis. Non, il n'est pas encore revenu. Il a quitté la Belgique pour les États-Unis. Présentement, il se trouve à New York. Ok, d'accord. Bon, c'est un sujet qui intéresse les Congolais. Ok, d'accord. Surtout que lors de son séjour européen, il avait accordé une interview à... Ah, l'interview sur TV5? Oui, sur TV5. Okay, donc c'est une interview qui continue encore à faire... À jaser, j'ai même tweeté dessus, j'ai vu qu'il y a beaucoup de réactions. Oui, effectivement, bon après, il y a ce sujet-là, il y a un autre sujet, peut-être, il y a quoi? J'ai fait une proposition de loi, et puis il y a eu l'affaire avec les 15 millions. Tu as fait la proposition de loi sur le financement public des partis politiques. Oui, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Oui, c'est intéressant aussi, mais bon, je pense que les téléspectateurs voudraient aussi savoir pourquoi tu avais démissionné, par exemple, du porte-parole du MLC. Ok, d'accord, mais bon, déjà, il faut que les gens comprennent qu'on est dans une causerie, ce n'est pas des interviews classiques. Voilà, c'est H. Mamba, donc honorable Mamba. Pour l'instant, je le suis encore, donc je vais chaque fois intervenir en tant que tel. Alors, tu veux qu'on commence par quoi? On y va sur ma démission? Bon, il y a un autre sujet aussi qu'il ne faut pas passer sous silence, qui intéresse les Congolais, c'est la gratuité de l'enseignement de base. Ah oui, par exemple, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais écoute, comme on a 45 minutes, moi je vais t'attaquer. Toi, tu penses quoi de ma démission? Bon, moi je pense que la démission d'abord est un acte volontaire qui relève de ta liberté de citoyen, de militant. Je pense que les textes qui organisent votre parti politique vous laissent la latitude de démissionner pour des raisons personnelles. Mais il y a eu tellement de bruit, il y a eu tellement de bruit. Allez, je vais m'exprimer là-dessus très rapidement. C'est peut-être pas le sujet le plus important, donc on va essayer en 2-3 minutes de dire ce qui s'est passé. Mais j'ai compris dans mon parti effectivement qu'il y a des plaies qui ne sont pas encore pensées. Dans un passé récent, on a quand même eu quelques collègues brillants. Germain Kambinga, Thomas Louaka, Boussa, tous à un certain moment étaient très fervents au MLC. En tout cas, ils avaient quand même construit cette image-là des personnes loyales, des personnes très engagées. Et ils ont vite tourné, enfin pas vite, hein, mais ils ont tourné Kazakh de la manière la plus brutale. De telle sorte que des termes comme démission, dans un parti comme le MLC, ça rime à trahison, ça rime à voilà, donc j'ai même été entre guillemets pressenti comme ministre de la Communication. Alors je me suis fait insulter par plusieurs gens et je peux comprendre la colère qui est finalement liée au parti, je veux dire à l'historique très récent hein, de notre parti politique. Mais toute somme, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai quand même, allez, sans prétention aucune, j'ai une ligne conductrice. Et donc voilà, je ne suis pas de la famille de ceux qui, pour des raisons superfétatoires, peuvent quitter leur parti et surtout, au lendemain de l'avoir quitté, changer totalement de discours. Je pense que nous sommes à l'ère numérique, donc tout ce que nous disons reste archivé et on nous l'oppose très rapidement. Donc je n'aimerais pas aujourd'hui me défendre ou perdre mon énergie à me contredire et défendre des choses que voilà, à défendre une posture qui ne me convient pas. Donc je reste la même personne. Je considère que ce pays a été mal géré pendant 18 ans par M. Kabila. Je constate aujourd'hui que ma famille politique, qui est la Mouka ou le MLC précisément, n'a pas réussi aux élections, donc je suis opposant. Nous sommes minoritaires au Parlement. Je constate que j'ai pris des engagements vis-à-vis de ma communauté ou, si vous voulez, de ma circonscription que je dois honorer. Et donc, je vais faire des propositions de loi. Je vais les assister. Je serai avec eux pendant ces 5 prochaines années. Mais j'aimerais rassurer les uns et les autres que je reste la même personne. Après, lorsqu'on fait 5 ans
au même poste, je pense qu'il faut quand même... Il y a des jeunes, hein, je commence à avoir des cheveux blancs, donc il y a des jeunes très brillants qui arrivent au parti, qui n'ont probablement pas d'espace pour exprimer leur talent. Et donc à partir de ce que moi j'ai fait, je donne au fait l'allure. J'espère que ça va contaminer certains cadres de chez nous. Donc vous voulez justement, comment dirais-je, s'aimer au sein de partis politiques la culture de la démission. Tu peux me tutoyer. Hein. Ici vraiment on parle, je sais que chez nous c'est excellence, député, honorable. Non, la ici culture on parle vraiment... Oui, la culture de la démission. Oui, je crois que c'est un paradigme qu'il faut étudier. Dans nos partis, généralement, c'est vrai que les réfractaires ou ceux qui ne se soumettent pas à la loi du groupe ont tendance à quitter le groupe pour aller créer un nouveau groupe. C'est ce qui explique peut-être que nous avons 800 partis. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu beaucoup de départs au MLC aussi peut-être. Mais moi, j'ai toujours pris l'engagement. Ça fait à peu près 13 ans maintenant. 13 ans que vous êtes au MLC. Je suis au MLC. Et vous n'êtes pas prêt de le quitter? Non, du tout. Mais je ne vais pas non plus lâcher le combat de sa modernisation, de sa démocratisation. Et parce que je pense que M. Bemba, c'est une personne très intelligente, très démocrate et qui devra s'organiser si nous devons un jour atteindre le sommet, ça veut dire arriver au pouvoir, pour que ce parti se modernise, qu'il devienne plus fort. Et moi, je suis dans ce combat-là. Alors, Jean-Jacques Mamba, c'est vrai, on a évoqué quelques sujets, mais comme vous l'avez constaté, vous avez dit que vous êtes minoritaire. Donc vous n'arrivez pas à me tutoyer, ok. Bon, le problème c'est la déformation professionnelle. Okay. La formation professionnelle fait que les journalistes que nous sommes gardions une certaine distance avec nos oui, mais dans invités. mon émission, je préfère comme tutoie. Je vais faire un effort pour te tutoyer. Okay. Alors, par rapport à ça, c'est vrai, vous êtes minoritaire. Bon, il y a eu alternance. L'homme Félix Tshisekedi, comment vous le jugez? Sa personnalité, sa méthode, ses politiques publiques? Bon, d'abord, moi, j'ai eu le privilège, malheureusement, je ne suis pas prophète, mais je l'ai rencontré avant qu'il devienne président de la République. On a fait un tête-à-tête pendant 1 heure à Limeuté. J'ai eu ce privilège-là de discuter avec lui. Bon, si j'étais devant, j'aurais déjà su qu'en ce moment-là, je parlais avec le chef de l'État. Et je ne suis pas sûr que j'aurais une autre occasion comme ça. En tout cas, je ne le pense pas. C'est un bon monsieur. Alors là, je suis en train de parler du caractère. Ça veut dire que c'est une personne simple, qui est simple d'esprit, gentille, qui se prend peut-être pas trop au sérieux, c'est une personne normale. Je crois que tout le monde a besoin d'un président normal. Mais comme François Hollande. Bon, lui, il a un peu forcé la note. Il a voulu prêcher sur la normalité, mais moi, je parle du vécu. Je crois que les gens qui connaissent celui qui est communément appelé Fachi savent que c'est une personne conviviale, qui parle bien avec les gens et qui est assez sympathique. On va dire ça dans les termes... ça, c'est au niveau caractériel. Il m'a reçu sans problème. Nous avons discuté. Nous avons même un peu rigolé. Voilà, je limite ça à ce niveau-là sur le plan caractériel. Mais ici, nous sommes en train de parler de la fonction d'État. Nous sommes dans un État qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je dois parler de Fachi comme chef de l'État. Alors, en ce moment-là, mon approche est tout à fait différente. Parce que vous savez, nous les opposants, nos paroles ne nous engagent pas, ou bien nos paroles n'ont pas d'impact, elles ne sont pas force de loi. Aujourd'hui, les opposants, moi Jean-Jacques Mamba, je peux dire oui, je suis contre ceci, le lendemain dit je suis pour cela, ça n'impactera pas la vie des populations. Par contre, lorsque le chef de l'État se prononce sur quelque chose, ça revêt le caractère de loi, quelque part. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État dit l'école sera gratuite, un parent peut aller à l'école. On lui demande le Minerval, il dit non, non, je ne le paye pas parce que le chef de l'État avait dit. Par contre, si moi je le dis, on va lui dire, mais monsieur Mamba, c'est qui? Je ne revais pas l'autorité étatique, je ne suis pas dépositaire de l'autorité publique. Et lui, il est dépositaire de l'autorité publique, le magistrat suprême, au plus haut niveau. Cela veut dire que sa parole l'engage et engage le pays. Et je pense qu'il doit en faire l'économie parce que dans cette envie-là de vouloir prouver sa bonne volonté, de montrer qu'il est gentil, que c'est un président simple et qu'il a ce fardeau-là, il s'est laissé aller dans plusieurs déclarations aujourd'hui qu'il ne s'est pas rencontré matériellement. Et ça touche sa crédibilité. Bon, après, je pense que c'est aussi de l'apprentissage. Il avait dit sur Top Congo à un moment donné que ça voilà, fait déjà plus de 9 mois qu'il est au pouvoir, donc voilà. Oui, mais 9 mois, ce n'est pas assez. J'aime sa simplicité, son honnêteté. Il a dit sur Top Congo qu'il n'a jamais été président de la République, donc je crois qu'il a besoin d'un temps d'apprentissage. Je souhaite pour lui que ce temps soit écourté, pour qu'il ait les maîtrises ou la maîtrise des arcades du pouvoir. Donc vous trouvez qu'il promet trop? Je trouve qu'il n'a pas d'économie de parole. Et que généralement, lorsqu'il s'exprime, en tout cas pour le peu de fois qu'il s'est exprimé, le soubassement n'est pas
n'est pas solide. Je veux dire que lorsqu'il s'exprime sur certaines questions, je vois qu'au niveau de la communication, c'est pas très bien travaillé. Je donnerai des exemples si vous voulez. Mais aussi, je veux dire qu'on sent quelque part qu'il y a des choses qui lui échappent, hein, notamment la maîtrise de certains textes, de certaines procédures. Bon, on ne va pas lui tenir rigueur après 8 mois du pouvoir, parce que je crois que c'est la première fois qu'il occupe cette fonction ou qu'il occupe une fonction d'État. Mais nous espérons pour lui qu'il va vite se rattraper, de telle sorte que voilà, sa parole qui est finalement force de loi, qui fait force de loi, puisse être d'autorité et qu'elle ne souffre d'aucune ambiguïté en termes d'interprétation. Mais au moins, vous avez un président. Les gens estiment que c'est positif d'avoir un président qui s'exprime sur tous les sujets. Au moins, vous avez un cap, vous avez une direction, contrairement à l'ancien chef d'État qui s'exprimait presque pas. Et donc, il n'y avait aucune visibilité, aucune boussole. Et là, est-ce que ce n'est pas une façon pour l'opinion, justement, de prendre le président au mot par rapport à ses promesses? N'est-ce pas une Oui, mais maintenant, lorsqu'il est trop pris au mot et que la réalité ou l'exécution, si vous voulez, la matérialisation de ces promesses, non seulement tarde à venir, mais des fois impossible à réaliser, je dis que ça touche sa crédibilité. Et je pense que cette fonction, c'est une fonction prestigieuse pour laquelle il faut préserver le crédit. Ça veut dire que lorsque je parle de l'économie de la parole, je ne lui demande pas de se taire. Je lui demande d'être parcimonieux dans ce qu'il allègue et qu'il s'assure que ce qu'il allègue a des fondements assez solides et défendables. Donc, lorsque par exemple il s'exprime dernièrement sur TV5, il dit oui, vous savez, moi j'ai appris que c'est pas un détournement, c'est une rétrocommission. La rétrocommission est autant illégale que les détournements. Et lorsqu'on sait qu'on parle de prélèvement en cash de certaines sommes et que nos lois plafonnent les mouvements liquides, que ce soit en transfert ou je veux dire, en retrait d'espèces, il y a des questions à se poser. Je peux donner plusieurs exemples. C'était peut-être une atteinte à... Non, je vous donne, il y a plusieurs exemples. Le chef de l'État dit, lorsqu'il est nouvellement élu, il proclame la gratuité de l'enseignement. Elle est constitutionnelle. Mais le jour qu'on revient, c'est-à-dire le jour de la rentrée, qu'on lui repose la même question, il commence par dire « je ne sais pas ». Ça veut dire que si ça fait partie de ses, de ses promesses phares, si c'est des choses qu'il tient à cœur, je suppose qu'il doit en avoir la maîtrise et les suivre minutieusement. Mais il ne peut pas avoir le réflexe de dire... l'ambition de la gratuité, vous êtes d'accord sur l'ambition que... Non, je dis que cette ambition est constitutionnelle. Pour nous développer, il faut absolument que justement que l'enseignement de base soit accessible à tous. On est quand même d'accord sur cette ambition-là. Non, cette ambition, elle est constitutionnelle. Ouais. Je veux dire que la Constitution... avait déjà cette ambition en disant que cet enseignement doit être gratuit. Le problème, c'est la matérialisation. Donc ce que lui, il est venu rappeler, c'est qu'il aimerait que ces dispositions constitutionnelles soient respectées. Mais malheureusement, en termes d'effectivité, je crois qu'il a mis la charrue avant le bœuf, de telle sorte qu'il l'a proclamé assez tôt et que les moyens matériels de la réaliser, vont tarder parce que le pays, déjà nous sommes en session budgétaire, donc on verra un peu ce qu'il en est, mais le pays est asphyxié économiquement. Mais ce n'est pas la philosophie justement de son Premier ministre qui a dit finalement, faisons maintenant un budget, d'abord par rapport à un programme et un budget par rapport à nos ambitions, quitte à chercher les moyens par après, plutôt que de faire un budget ou un programme en fonction des moyens disponibles, qui ne nous avance pas. Non, je pense qu'il faut du réalisme politique. Prenons le cas de la gratuité de l'enseignement. L'État, vous savez que par exemple pour le mois de septembre, on doit débourser 30 millions. En moyenne, ça fait 360 millions de dollars qu'il faut trouver chaque année. Sans résoudre totalement le problème dans la mesure où ce qu'on appelle contribution des parents, par exemple dans des collèges comme Boboto, s'élève à 500 $. La gratuité ne va concerner que les 100 $ que l'État va prendre en charge. Et vous savez, vous connaissez le principe du droit acquis. Donc même si la gratuité est prise en charge par le gouvernement, dans les proportions des 30 millions l'an en moyenne, il va se poser un problème de la quotité payée par les parents qui s'élève à 5 fois plus ce que l'État propose pour payer des enseignants. Et cela, c'est dans plusieurs écoles. Donc, quel sera le modus operandi? Comment est-ce que ça va fonctionner? On voit très bien que Boboto, comme beaucoup d'autres collèges, ont rejeté cette mesure parce que les professeurs ne veulent pas aujourd'hui qu'on touche à leurs droits acquis qui sont entièrement ou à 80% financés par les parents, qui d'ailleurs acceptent de continuer à les payer. On peut saluer la volonté. On peut avoir des projets ambitieux, mais pour question de crédibilité, il faut que ces projets ambitieux soient moulés dans un cadre purement budgétaire qui correspond en réalité de nos capacités à mobiliser les recettes. Nous avons certaines capacités, nous avons un environnement international qui soumet le cours des matières premières que nous avons,
ok. Et donc, le budget est constitué en fonction aussi des réalités internationales. Et je crois que c'est quand même hasardeux, après 5 mois au pouvoir, de déclarer une chose si on n'en a pas la maîtrise. D'autant plus que, comme je vous le dis, la session budgétaire va révéler tous ces secrets. Et on verra si l'État congolais, ce que nous souhaitons d'ailleurs, hein, est en mesure de payer plus ou moins 30 millions de dollars chaque mois pour les professeurs. Vous avez vu quand même l'espoir suscité par cette mesure, le désespoir de certains parents, l'espoir de certains parents qui peuvent faire éduquer leurs enfants sans payer parce qu'ils sont pauvres. Donc c'est quand même un espoir et cet espoir ne doit pas être trahi. Il vous revient justement à vous. Mais vous n'avez pas de piste justement pour trouver des financements à cette gratuité. On va en discuter lors de la session budgétaire. Je n'ai pas envie d'être fataliste. Vous savez, le problème de la gratuité de l'enseignement pose aussi un problème infrastructurel. Ça veut dire que dès lors qu'on ouvre l'accès gratuit à l'enseignement, vous avez des parents qui ne pouvaient pas scolariser leurs enfants, qui les envoient. Quid de la capacité d'accueil des écoles? Est-ce qu'il y a un investissement conséquent qui a été fait pour équiper la plupart des écoles? Vous savez, déjà ici à Kinshasa, il y a encore plusieurs écoles, entre guillemets, étiquetées d'État, qui n'ont pas une grande capacité d'accueil et qui ont des salles vides sans bancs. Là, nous sommes à Kinshasa. Mais lorsque vous quittez Kinshasa, vous avez plusieurs écoles où les élèves étudient sur des briques. Nous sommes en République démocratique du Congo. Donc l'approche du gouvernement Matata et de son ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Maker Mwango, était la bonne. On y va avec la gratuité palier par palier. Il faut y aller palier par palier, mais en même temps, déterminer un circuit de financement de la mesure, un circuit qui soit stable. Parce que vous savez, lorsqu'on est tributaire du cours des matières premières et qu'on se fonde ou qu'on fonde son espoir sur une matière phare, le cuivre, le cobalt, et que vous avez une chute drastique de 70%, si vous n'arrivez pas à payer ce mois-là les professeurs, on va perturber la scolarité des élèves. Si on est allé dans le sens de laisser les parents prendre en charge partiellement, et même en Europe, vous savez, même en Suède et un peu partout, vous allez constater que pour l'école, il y a quand même une petite contribution des parents. Mais donc, je pense qu'il faudrait y aller par palier pour garantir la stabilité de cette mesure. Parce que si elle est tributaire d'un budget qui aussi, à tout moment, il y aura des grèves et ce n'est pas très bon pour nos enfants. Mais bon, est-ce que dans l'immédiat, est-ce qu'on ne peut pas, vous n'envisagez pas par exemple de financer cette gratuité de l'enseignement de base par de la parafiscalité par exemple? Taxer 50 francs chaque litre de carburant pour financer. C'est pas une mesure envisageable. Le secteur le plus difficile à négocier, c'est le secteur des pétroliers. Donc à chaque fois que vous voulez augmenter le droit d'assise, ça pose des problèmes. C'est vrai que nous devons réfléchir. En tout cas, moi je peux vous assurer que je soutiens cette mesure. Je pense que dans la rhétorique ou dans l'esprit de mon propos, vous comprenez très bien que je suis pour. Absolument. Mais je suis en train de dire qu'il faut définir des mécanismes de financement et de stabilité de ce financement. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, bon écoutez, ce mois, la DGI, la DGDA nous ont garanti 60 millions, nous allons pensionner 30 millions. Vous êtes MLC pur sang parce que, à vous entendre parler, quelques années en arrière, on est en Boudi et c'est la même... nous avons été piégés, le même procès qu'on avait fait au MLC de Jean-Pierre Bemba. Mais voilà, parce que nous avons été piégés, nous avons été piégés par nos amis du RCD à l'époque qui nous ont dévancé en proclamant cette affaire de Moudi, alors que les moyens n'étaient pas réunis. Monsieur Bemba, qui était vice-président en charge des finances publiques, a tiré la sonnette d'alarme pour dire que l'État congolais n'est pas en mesure de payer 250 $ le barème au huissier. Donc, pour des raisons électoralistes et pour porter la confusion, parce qu'on voulait que le MLC porte le chapeau, il y a eu comme ça des alarmes et des avancées. Vous avez fait le procès au RCD, mais c'était Zaïd Ngoma qui avait piloté le projet. Oui, il a piloté, mais il n'était pas aux finances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous demandez les états généraux de l'éducation et vous demandez tous les budgets y afférents, on va vous les produire. Mais il faudrait un programme qui est connecté aux finances et au budget pour savoir s'il est présentable au public ou pas. Vous savez, c'est comme un chantier. Vous pouvez demander qu'on vous fasse un chantier, on vous fasse le devis d'un chantier, mais pour le réaliser, il doit rencontrer des moyens disponibles. Et malheureusement, Mboudi jusqu'à présent, si vous prenez l'ensemble de la masse salariale de tous nos fonctionnaires et les droits y afférents ou les droits connexes, droits à la santé, ainsi de suite, c'est une bagatelle que nous ne sommes pas en mesure de supporter parce que notre économie n'est pas diversifiée. Mais la vraie question aussi, c'est sommes-nous en mesure en tant qu'État d'assurer à nos enfants une éducation de base, de qualité et et gratuite? C'est ça la question nous devons y travailler. Et vous savez, regardez, on va peut-être probablement parler de la proposition de loi.
Et quand on va y arriver, je vais faire le lien avec ce que vous dites actuellement, parce qu'au fait, nous avons un problème, c'est un paradoxe à résoudre. Quel est ce paradoxe? Un pays qui a beaucoup de ressources, dont la population est la plus pauvre du monde. Et lorsqu'on présente ça sous forme d'équation, on a une réponse qui est tout à fait simple, mauvaise gestion. Dans la mauvaise gestion, vous avez des détournements, vous avez l'incompétence et ainsi de suite. Mais je veux dire, si vous voulez présenter une équation simplifiée, vous avez cela. Et donc, lorsqu'on abordera cette question, parce que bon, je crois que tu avais d'autres choses dont tu voulais qu'on parle, je vais te démontrer pourquoi est-ce que nous devons commencer par gérer ou s'organiser pour que nos partis politiques soient mieux gérés. Et je te ferai le lien entre la bonne gestion des partis politiques, l'implication de l'État dans la vie politique et l'effet de gestion qui fait du Congo l'un des pays les plus corrompus au monde et ainsi de suite. Donc, je préfère qu'on mette ça entre parenthèses. On peut aborder d'autres sujets si tu as un autre sujet. Ouais. Et après, on peut commencer avec celui-là. Nous sommes toujours dans cette causerie, cette discussion plus ou moins amicale pour essayer justement de comprendre un peu cette gratuité et les conditions. C'est un sujet important. Voilà pourquoi on s'y est un peu attardé. Mais est-ce que vous êtes député? Il appartient aussi de faire comprendre à la population qui vous a élu que pour faire vivre un État, la population doit contribuer aux charges publiques. Comment est-ce qu'on va financer la gratuité de l'enseignement si les gens ne connaissent pas leurs poids fiscaux? C'est quoi le poids fiscal d'un électeur de Ngaliema? C'est quoi leur poids fiscal? C'est une question importante. La population veut de droits, mais là aussi des obligations. L'impôt sur le revenu des particuliers? Sur les revenus de particuliers. Bon là, voilà, il y a notamment par exemple pour la gratuité, c'est l'impôt foncier et l'impôt qu'on prélève sur les revenus locatifs. Il y a une faible mobilisation de ces recettes-là, mais c'est de ce côté-là aussi que vous, en tant que législateur, en tant que député, vous devez explorer pour qu'on essaye de nous départir de la dépendance du cuivre. Oui, au fait, c'est vrai que l'État peut collecter l'impôt au niveau des collectivités, l'impôt sur le revenu des particuliers, des ménages, surtout les provinces, parce que l'éducation, quand même, c'est une... Mais nous avons d'abord un gros problème d'identification nationale. L'impôt est une affaire statistique. Parce que l'impôt, lorsque vous l'intégrez dans des normes budgétaires, vous devez prévoir et faire des estimations. Les estimations sont fondées sur des paramètres statistiques ou des données statistiques. Et donc, pour l'évaluer, il faut savoir exactement déjà combien nous sommes. Qui sont les personnes imposables? Quels sont les ménages imposables? Or, nous sommes dans un pays où l'identification pose problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même le chef de l'État ne peut pas vous dire avec exactitude combien de Congolais vivent en République démocratique du Congo. Parce que nous n'avons pas un fichier d'identité. Nous ne savons pas combien de ménages existent en République démocratique du Congo, combien de familles, combien d'hommes, combien de femmes. Nous devons avoir un fichier national d'identité. C'est sur base de ce fichier-là qu'on peut catégoriser les personnes qui sont imposables, parce que vous avez des impôts régionaux, vous avez des impôts dans la collectivité, vous avez des taxes des ménages, ainsi de suite, comme ça se fait un peu partout. Mais cela n'est possible que lorsque le cadastre et le fichier national existent, parce que le cadastre vous permet d'avoir les adresses, et le fichier national vous permet d'attribuer à chacune des personnes une identité singulière, de telle sorte que lorsque vous allez lancer la procédure de la collecte de l'impôt, vous savez à qui vous vous adressez et vous savez là où il habite. Or, dans ce pays, même si on veut lancer une bête opération de GPS, vous avez juste des grands axes. Le GPS ne vous montre pas les avenues, il n'y a pas de boîte aux lettres, parce que les impôts commencent à se collecter. Mais vous envoyez un courrier à la personne indiquée qui a une adresse précise, qui reçoit sa note d'impôt avec les coordonnées bancaires pour payer son impôt. Mais ici, nous ne sommes pas capables de le faire. Donc, à ce niveau-là, pour collecter l'impôt de manière générale, surtout dans les ménages, les particuliers, ainsi de suite, il faut que nous surmontions la question de l'identification nationale. On doit savoir qui est qui, quels sont les ménages qui sont imposables, quelle est la personne, un étudiant ne va pas payer l'impôt, quelle est la personne qui paye, quelle est la personne qui ne paye pas, et comment nous faisons pour lui transmettre l'information, parce qu'il doit être identifié, donc il faut envoyer un courrier, on ne va pas l'appeler au téléphone pour lui dire voilà combien vous devez. Ces personnes doivent recevoir des courriers chez eux à la maison. Et donc je veux dire qu'à ce niveau-là, M. Tshisekedi a 4 ans pour nous produire un fichier national d'identité. Et s'il ne le produit pas, il ne faudra pas compter sur la collecte de l'impôt dans les collectivités ou la collecte de l'impôt
sur le revenu, sur les ménages, ainsi de suite. Il faudra parler de ce que vous dites, la parafiscalité, pour taxer l'économie informelle. Mais là encore, c'est très compliqué, ouais. Parce que les mécanismes de taxation de l'économie informelle sont des mécanismes aléatoires. Absolument, ouais. Dès lors qu'on fonctionne dans ce pays avec des patentes, on fonctionne avec, et c'est à la tête du client. Absolument. Mais il y a un problème avec le collecteur. Le collecteur n'achemine pas forcément la taxation perçue dans les caisses de l'État. Et donc, c'est ce que je dis, nous avons un problème d'identification. Il faut, et ça je pense que ça sera une proposition de loi, il ne faut plus qu'il y ait ce qu'on appelle ici des notes de perception physique. Les paiements ne peuvent plus se faire en cash dans ce pays parce que ça donne lieu à des détournements. Tout ce que vous dites là nous renvoie à l'éducation. Si on envoie un courrier à un Congolais lambda qui est illettré, comment va-t-il justement? Tout tourne autour de l'éducation. Ça veut dire que même pour percevoir l'impôt, l'administration fiscale envoie son courrier, mais il faudra que le récepteur sache lire et écrire. Le Japon investit 60% de sa richesse dans l'éducation, la formation et la recherche. Et c'est dans les pays qui n'a peut-être rien dans son sous-sol, mais qui économiquement et technologiquement est le plus avancé. Tout à fait. Nous connaissons, ce sont des théorèmes, ce sont des vérités apodictiques, c'est comme ça, on sait que c'est comme ça. Maintenant, après, la question, ce n'est pas simplement de savoir, c'est de se doter des moyens. Oui, absolument. Si j'étais conseiller du chef de l'État, je vous dirais ce qu'on est en train de faire. Je suis opposant. Et vous le savez. Donc, en ce moment-ci, moi j'attends. J'ai vu le plan numérique de Migisha, le conseiller Migisha. Tout à fait. J'entends le chef de l'État faire des déclarations pieuses de très bonne intention. Après, moi, j'attends en 2023 pour demander au chef de l'État... Être opposant ne veut pas dire que vous avez les recettes, vous les gardez pour vous. Mais être opposant, c'est de faire aussi des propositions positives pour faire avancer le pays. Je viens de faire des propositions. Si vous avez des idées qui peuvent justement aider les notre nation à avancer... Les opposants ne décident pas de l'affectation des moyens de l'État. C'est vrai. Je viens de vous donner un ensemble de propositions qui peuvent nous aider, par exemple, à collecter l'impôt sur les revenus des ménages. Absolument, tout à fait. Ces propositions peuvent être exploitées. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de lancer un fichier national d'identification et nous fournir des cartes d'identité? Il faudrait que Jean-Jacques Mamba, Israël Moutala, tu te retrouves à Kisangani, tu fais un accident de moto, on prend ta carte d'identité, on en a n'importe quel commissariat de police, il y a un logiciel, on tape le numéro, on connaît où tu habites, on connaît ta situation professionnelle, ainsi de suite. Ça doit être... Est-ce que vous savez que dans nos commissariats de police à Kinshasa, ici, commissariat de police, ce sont des conteneurs. Rarement électrifiés d'ailleurs. À chaque fois que vous vous présentez, le monsieur sort 2 ou 3 papiers duplicateurs pour vous demander où vous êtes né, où vous êtes ceci. Tout à fait, vous prenez à peu près 1 heure avant de poser le problème, il est en train d'écrire et il pose des questions entre guillemets bidons parce qu'en réalité, il n'a pas les possibilités de vous identifier. Donc à chaque commissariat, vous pouvez aller changer d'identité. Mais pire encore, lorsque vous arrivez à l'aéroport, on nous a berné ici, qu'il y a un fichier électronique, machin, passeport biométrique et tout ce que vous voulez, mais quand vous arrivez à l'aéroport, on vous demande quand même où vous habitez. Ça veut dire que vous avez même l'impression que ce passeport ne sert à rien. Parce que normalement, lorsqu'il le scanne, vous êtes congolais, c'est un passeport congolais, il a tout ce qu'il faut. Oui, c'est le cas, ouais. Non, ce n'est pas le cas. On vous posera à chaque fois la question de savoir où vous habitez. Oui, mais il pose la question pour voir si votre déclaration est en conformité avec ce qui est écrit sur le passeport. Allez dans n'importe quel... C'est une déformation. Voilà. C'est une déformation de nos agents. Allez dans n'importe quel aéroport au monde. Vous êtes belge, vous arrivez en Belgique, français, vous arrivez en France. On ne va pas vous demander où vous habitez. Tout à fait. Dès lors que le passeport est belge, vous êtes chez vous. Je suis parfaitement d'accord. Généralement, pour les nargués, moi je dis que j'habite à l'aéroport de Njili et ils commencent à rire. Donc, je dis que je ne peux pas accepter que dans mon pays, on me pose la question de savoir où je vais habiter parce que j'ai le droit d'habiter partout. Après, pour des raisons administratives, on veut savoir où on peut me trouver, je peux le dire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je n'aimerais pas épiloguer sur ce qu'on devrait faire. Parfait. Mais quand même, je crois qu'il y a des pistes et j'espère que le chef de l'État... Pour rester justement sur le chef de l'État, parce qu'il occupe encore l'actualité, il a dit qu'il n'aimerait pas fouiner dans le passé. C'était pour lui un gage de réconciliation, de tirer un trait sur le passé et d'envisager l'avenir selon lui. Qu'il a beaucoup à faire justement pour construire l'avenir, bâtir l'avenir et non s'attarder sur des questions du passé qui peuvent nous déchirer. Et ensuite, il a dit clairement que ça peut rentrer jusqu'où? Ça peut rentrer loin dans le passé. Comment vous comprenez cette phrase du président? Je trouve que ces propos-là sont irresponsables parce que l'avenir, c'est des projets qu'il a mis sur la table. Mais l'avenir aussi, c'est la prévention. L'avenir aussi, c'est construire un système, construire une nation
dans laquelle les gens vont réfléchir au moins 1000 fois avant de commettre un délit. C'est aussi cela l'avenir. Parce qu'en réalité, lorsque des actes d'atrocité sont passés, comme on a vu en 2018, 2017, 2015, et que vous faites le choix, il a utilisé l'expression fouiner, on ne lui demande pas de fouiner. On lui demande de faire comme lorsqu'il l'a fait avec M. Luamba. Il y avait un problème à la Cour constitutionnelle, il a usé de son devoir de veiller à ce que les institutions fonctionnent de manière harmonieuse, et il a appelé M. Luamba pour savoir ce qu'il en était, et il a dit ce qu'il en pensait. Il doit aussi veiller que la justice fonctionne de manière harmonieuse et qu'il y ait réparation. Parce que figurez-vous, pour ce que lui il appelle l'avenir, si nous circulons avec des personnes réputées criminels, réputés détourneurs, réputés voilà, avoir commis des atrocités, c'est lancer un signal négatif et ça ne dissuade pas les dirigeants actuels. Parce que tout le monde va se dire à un certain moment, donc après Tshisekedi, si celui qui vient après a la même logique, ben, ceux qui auront commis des crimes économiques ou des crimes physiques entre 2019 et 2023, ils vont se la couler pépère. C'est pas normal. Un chef d'État ne dit pas qu'il n'a pas le temps de réparer. Il y a eu à l'UDPS des personnes qui ont été calcinées, il y a des familles qui en ont souffert, il y a des veufs et des orphelins liés à l'atrocité de certains de nos dirigeants ou de certains de nos responsables politiques ou judiciaires ou policières. Il ne va pas dire qu'il n'a pas le temps non seulement de faire la lumière, mais de s'organiser pour qu'il y ait réparation, pour prévenir les prochains crimes. Parce que lorsqu'il dit qu'il n'a pas le temps, c'est manquer du respect, c'est cracher sur la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour que l'UDPS aussi arrive au pouvoir. L'UDPS n'est pas arrivé au pouvoir comme par magie. Oui, c'est vrai. Il y a eu le sang qui a coulé, il y a des gens qui sont morts. Et aujourd'hui dire, écoutez, je prépare l'avenir, mais de quel avenir parles-tu? Parce que si cet avenir est parsemé d'embûches, de par le fait qu'il n'y a pas exemplarité, il n'y a pas de sanctions, nous serons dans un système vicieux où les gens referont chaque fois la même chose parce qu'ils savent que finalement, il y a une forme d'immunité accordée au pouvoir actuel sur une forme de prescription sur les crimes. Non, mais passés. il n'a pas inventé la roue. Donc c'est au nom de la même réconciliation que lors du 1+3, le MLC, le RCD, l'ex-gouvernement avec le camp Kabila s'était mis autour d'une table et avait co-géré la République. Là aussi, on avait dit non. Pour tous les crimes, voilà, non, il faut faire attention. Nous avons un contexte. Non, non, ça c'est un contexte de belligérance. Ouais. Ça veut dire que vous aviez des chefs de guerre qui ont fait une rébellion, il y avait des dommages collatéraux. Il y avait des exactions qui étaient commises. En ce qui concerne M. Jean-Pierre Bemba, il n'a jamais été concerné par une affaire au Congo. Il a d'ailleurs été interpellé pour une affaire en Centrafrique. Donc dans un cas comme celui-là, ce n'est pas comparé où vous avez un gouvernement entre guillemets légitime, issus des élections, dont les responsables sont connus et sanctionnés, dont certains responsables ont immobilisé 636 millions d'euros à Londres, bloqués par le gouvernement britannique, et vous allez dire que vous gommez tout ça, vous faites, mais non, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire que lorsqu'il y a des sanctions, lorsqu'on a gelé les avoirs, ces avoirs peuvent servir à la nation congolaise. Parce que les chiffres sont là, il y a des titres de propriété, il y a des numéros de compte bancaire. Vous n'allez pas en tant que chef d'État venir devant un écran sur TV5 dire écoutez, tout ce qui s'est passé là, ça ne me regarde pas, je regarde l'avenir. Non, parce que les 636 millions pouvaient aussi financer une partie de la mesure sur la gratuité, parce que les 636 millions appartiennent aux Congolais. Donc, je trouve ça totalement irresponsable. Maintenant, je vais mettre ça dans le cadre, c'est peut-être politiquement correct, c'est peut-être pour ne pas vexer ses partenaires, mais moi, en tant que chef d'État, je ne dirais jamais une chose pareille. Avant d'aborder justement notre thème principal, j'aimerais justement qu'on s'attarde sur votre proposition de loi sur le financement de partis politiques. Parce qu'il y a financement public. Le financement public de partis politiques, parce qu'il y a déjà une loi sur le financement de partis politiques. Vous êtes élu de Kinshasa. Cette ville est une ville sale. On fait comment pour la rendre propre? On fait comment pour la rendre belle? Est-ce que c'est une tâche qui est à notre portée ou pas? Bon, tu sais, je vais te raconter un truc. J'ai déposé une proposition de loi, dont on va en parler tout à l'heure, sur le financement public des partis politiques. J'ai une deuxième proposition de loi qui est relative à l'urbanisme. Okay. Tout le monde le sait. Le gouverneur l'a dit, nous le savons, que Kinshasa a été construit pour plus ou moins 4 000 habitants, pas plus. 400 000. Et 400 000 habitants, pas plus. Ça veut dire que tout ce qui est infrastructure, les caniveaux, les conduits d'eau et tout ce que tu veux, c'était préparé pour 400 000 personnes. Et aujourd'hui, la ville est obligée d'accueillir plus ou moins 12 millions de personnes. Quelles que soient les mesures que vous allez prendre, un plan d'urbanisation pour étendre la ville
pour la faire respirer doit être mise en place. Mais vois-tu, chaque président qui arrive, en tout cas depuis Mobutu, les présidents ont des formes de caprice. Les présidents veulent impressionner les gens. Quand Mobutu arrive, pour qu'il se fasse sentir, il va dans les éléphants blancs. Il nous fait un palais du peuple, il nous fait un CCIZ, il nous fait un pont maréchal. Je ne dis pas que ce n'est pas d'utilité publique, mais je veux dire qu'ils ont été qualifiés d'éléphants blancs parce que finalement, le coût de réalisation et l'opportunité de la création ou de ces choses n'étaient pas justifiées. Après, vous avez M. Kabila qui arrive. Il se fait mal entourer, on lui raconte qu'il doit faire les 5 chantiers, donc il élargit un boulevard, il casse les normes environnementales, il y avait un petit boulevard très beau avec des arbres qui respiraient, on démolit tout ça, on fait un truc à 4 bandes qui commence de Sosimat et qui s'arrête à la gare centrale, moins de 6 km, pour aucun résultat parce qu'en réalité ça a aggravé la situation. Il va y modifier un peu l'échangeur et Télé 50 nous rabâche les oreilles. On montre Sisabidi Mbou, l'homme qui crée, ainsi de suite. Monsieur Félix Tshisekedi arrive, je ne sais pas qui va lui raconter des histoires à dormir debout, qui doit créer des sauts de moutons. Coût de financement, 7 millions par saut de mouton, il y en aura plus ou moins... Non, on a dit... on a dit combien 2 millions 8, ou ça peut aller à 3 millions, 3 millions. Il y en a combien de ces 12? Il y en a 7 il y en a à peu près 7, ouais. Ça fait 21 millions. Ouais, 21 millions. On raconte à monsieur Tshisekedi, le chef de l'État, hein, je vais être poli parce que souvent... On dit au président de la République, monsieur le président de la République, vous devez marquer votre époque pour leur montrer déjà dans les 100 jours, faites-nous des sauts de... Voilà un projet saut de mouton, ça va finir les embouteillages. Il gobe ça comme du petit lait. On bousille 21 millions pour faire quelque chose qui ne résoudra aucun problème. Nous avons des grosses avenues dans ce pays, notamment dans cette capitale. Des avenues qui méritent d'être asphaltées pour désengorger la circulation. Elengesa, tout ce qui est en Guéringiri, là, c'est des grosses avenues qu'on peut utiliser. Donc, avec 21 millions, on pouvait en asphalter plusieurs et alléger le trafic. Mais lorsqu'on amène des solutions où les problèmes sont posés et que ce ne sont pas des bonnes solutions, ça aggrave la situation. Le saut de mouton ne va rien faciliter, surtout au niveau du boulevard. Donc, des possibilités, nous en avons, mais ce que nous manquons, c'est un plan national d'urbanisation. Il ne faut pas que les villes et les cités se transforment au gré des caprices des nouveaux dirigeants. Il ne faut pas qu'un gars qui arrive, il fait l'aile de crocodile, l'autre fait le saut de mouton, l'autre fait les... Non, donc il faut un plan d'aménagement du territoire au niveau national, géré par des urbanistes. Alors là, je parle de toutes les provinces et je crois que nous sommes en train de travailler. Moi, personnellement, je travaille sur cette loi-là. J'espère pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Mais je dis que des possibilités, il y en a. Mais notamment pour Kinshasa, parce qu'on est pilote par là, c'est qu'il faut élargir la ville. Nous n'avons pas ce qu'on appelle en Europe des rings. Donc, lorsque vous quittez l'aéroport de Njili, vous n'avez qu'une seule route et vous n'avez pas de dispatching. Il faudrait par exemple que les gens au départ de l'aéroport puissent aller à Mongafula et d'autres aller à Matete, Mongafula sans forcément passer par le pont Matete. Peut-être un autre échangeur à ce niveau-là qui permet de dispatcher peut aussi un peu aider. Parfait. Alors, pour revenir à ta proposition de loi sur le financement public des partis politiques, mais il y avait déjà la loi de juin 2008, oui, absolument. Qui parle du financement. Qui parle du financement des partis politiques. Donc, vous voulez absolument maintenant, aujourd'hui, que l'État puisse financer les partis politiques. On a évoqué la modicité des moyens de l'État par rapport au problème. Pourquoi l'État doit encore prendre les peu de ressources pour les affecter justement au fonctionnement d'un parti politique qui, faut-il le rappeler, est un fait privé? Non, le parti politique n'est pas un fait privé. C'est un fait public. Non, ce n'est pas un fait public. Ça veut dire que... non, je veux dire que les partis politiques sont d'utilité publique, ils n'appartiennent à personne. Absolument, ils n'appartiennent à personne. Voilà. Ils appartiennent à ceux qui les oui, mais dès lors qu'ils reçoivent l'agrément du ministère de l'Intérieur, elles fonctionnent comme des entités publiques et non privées. Elles ont ce régime-là en tout cas. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire le lien entre le financement... Alors, je vais revenir maintenant sur la loi sur le financement public des partis politiques que tu as initiée le 18 septembre ici, que tu as déposé ça à l'Assemblée nationale. On se plaint déjà que l'État n'a pas assez de moyens. Et les peu de moyens qu'il y a, vous voulez les affecter au financement public des partis politiques. Est-ce que vous avez vraiment pris la mesure de votre proposition de loi et des priorités? Voilà, je crois que c'est il faut définir le lien insidieux qui existe entre le financement public et la mauvaise gestion de l'État. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on doit communiquer.
Mais j'ai une question à te poser. Dis-moi, tu vois, tout ce que nous avons eu comme calamité, Ebola, tu connais Ebola? Absolument. Il y a eu Ebola, il y a eu les tueries à Beni, il y a eu tout ce que tu veux là. Hein? Tout ce qu'on a eu vraiment de pire dans ce pays. Il y a des rivières, il y a des barques qui ont chaviré, on a perdu sang, il y a des accidents de train, ainsi de suite. Dis-moi, as-tu souvenance d'un seul Congolais, homme d'affaires soit-il, qui a déjà fait le don d'1 million de dollars lorsque nous avons une calamité? Non. Jamais. Soit pour Ebola. Est-ce que tu as déjà eu souvenance? Jamais. D'après toi, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que nos millionnaires, ou en tout cas ceux qui ont les moyens, ne sont pas très actifs en ce qui concerne les actions humanitaires? Parce que ça ne rapporte pas les actions humanitaires. Bon, comment veux-tu que les mêmes personnes peuvent mettre 1 million, 2 millions pour une campagne électorale ou 2 millions pour payer les cautionnements? Mais justement, c'est parce que y a de l'influence qu'ils auront sur les détenteurs du pouvoir public. Mais comment tu chiffres cette influence? Est-ce qu'ils récupèrent cet argent? Ils ne récupèrent pas cet argent. Si, ils récupèrent avec des intérêts, bien entendu. Alors, lorsqu'ils récupèrent cet argent, c'est dans une opération de détournement scientifique à la Kabound ou c'est dans une opération normale où il reçoit un salaire et il est tellement bien payé qu'il récupère tout ce qu'il a investi dans une campagne? Et je pense qu'il y a des détournements scientifiques, théorie des bonbons. Il y a des marchés publics, il y a des retours d'ascenseurs sur diverses formes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On doit considérer d'abord que tous les animateurs des institutions, Parlement, Sénat, même les entreprises para-étatiques, les entreprises publiques et tout ce que tu connais, sont généralement issus des partis politiques. Lorsque vous laissez à un parti politique la charge d'organiser, par exemple, un cautionnement, les dernières élections, avec le cautionnement prohibitif, ont coûté en termes de cautionnement. Je ne parle pas de campagne électorale. Lorsque tu veux mettre 500 candidats au national et 700 au provincial, tu as la bagatelle plus un candidat à la présidentielle, tu as 1 300 000. Il se fait que la majorité des partis ont trouvé cet argent. Ça veut dire que la DGRAD a collecté à peu près 37 millions de dollars. C'est énorme. Donc, ces 37 millions de dollars, parce que tu as constaté avec moi que pour les œuvres humanitaires, il n'y a jamais eu un regroupement ou une mobilisation d'une telle somme, ces 37 millions de dollars doivent être récupérés à tout prix. Au Congo, les gens ne jettent pas de l'argent par la fenêtre. C'est vrai que c'est un risque qu'ils prennent, parce que ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Mais si ça fonctionne, il ne va pas rater de piller les caisses de l'État. Parce qu'il a non seulement besoin de récupérer son argent, mais aussi pour les prochaines échéances, s'il veut que son parti continue à vivre, il devra trouver les moyens de mobiliser des sommes à cette hauteur-là pour compétir aux élections. Donc, il y a une implication, le financement, enfin je veux dire, le cautionnement contraint les animateurs de nos institutions à intégrer dans leur mode de gestion le fait de trouver des moyens, une quantité de ce qu'ils peuvent produire, utile au financement des activités politiques. Si tu te renseignes, des entreprises comme OGFREM, INPP, toutes ces entreprises ont été saignées à blanc à l'approche des dernières élections. Elles sont la plupart d'entre elles déficitaires, les paiements sont payés par prêt bancaire, ainsi de suite, parce qu'il y a de l'argent qui quitte les entreprises publiques, qui va dans les partis politiques pour financer des activités politiques. Or, pourquoi la loi existe et elle n'est pas d'application? Parce qu'en réalité, comme l'État ne veut pas contrôler, et il ne veut pas contrôler parce qu'il ne veut pas, il veut se soustraire de son obligation de financer, il préfère ne pas contrôler. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons 800 partis politiques et il est très probable que si nous laissons les choses en l'état, c'est-à-dire sans contrôle de l'État, et l'État ne peut contrôler que lorsqu'il donne, si nous laissons les choses en l'état, on peut passer de 800 à 2000 à 2500 partis politiques à l'horizon 2025. Est-ce que tu trouves normal dans un parti politique, dans un pays qui est 900 ou 1000 partis politiques? D'abord, ça prouve que ce parti-là n'est pas sérieux. Ça prouve que lorsqu'il y a un gouvernement, ce gouvernement-là n'aura pas une direction claire. Parce que 1000 partis politiques, c'est 1000 manières de penser. Et pourquoi est-ce qu'il y a 1000 partis politiques? Pourquoi il y a 800? Parce qu'à un certain moment, étant donné que ces partis politiques sont des EPP, ça veut dire entreprises privées politiques, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui prend le risque. L'autorité morale. L'autorité morale, qui prend son argent pour faire vivre le parti. Non, mais il y a les cotisations des membres. Mais elles sont 10% pour les ministres maudites, de leurs émoluments, 10% pour les députés, mais les sénateurs. Pour autant que vous en ayez. Parlons d'un parti, par exemple, qui n'a pas de ministre, qui n'a pas des gens au gouvernement. Donc c'est le président qui va tout risquer. Mais en même temps, il confisque tout le pouvoir au sein du parti. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Si vous avez quelques députés, le président va décider de tout. Mais à un certain moment, il y a d'autres personnes dans le parti qui vont revendiquer des choses, notamment lorsqu'il faudra désigner. Le président désigne tout le monde, la personne n'est pas désignée, la personne est frustrée, et comme elle est frustrée, elle se dit qu'elle va quitter son parti, et qu'elle va créer un parti, mais sur une forme de clonage, parce qu'elle va avoir les mêmes attitudes qu'elle a laissées dans son ancien parti. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Mobutu. Lorsque Mobutu demandait le feu maréchal, qu'il y ait 3 partis, les gens refusaient. Mais lorsque vous prenez tous les statuts, dans le cadre du multipartisme qui a été initié depuis les années 90, vous allez remarquer qu'ils ont tous été construits sur le modèle du MPR. Vous ne retrouvez le président, il le crée, il meurt président, vous ne retrouvez pas des mécanismes électifs au sein de ces partis-là. C'est un clonage du parti-État. Et finalement, lorsqu'il parlait de démocratie, c'était pour opposer à Mobutu le partage du pouvoir. C'était une simple rhétorique. Pas une démocratie qu'ils allaient eux-mêmes vivre, expérimenter. Je le dis très rapidement en passant, par exemple, M. Tshisekedi, beaucoup de respect pour lui. Il a beaucoup apporté dans ce pays, mais malheureusement, il a quand même fait 30 ans comme président de parti. Donc, il était un peu mal placé. C'est pas pour rien qu'il y a eu l'IDPS qui bat ça. Il était un peu mal placé pour parler d'alternance et de démocratie, dès lors que dans son propre parti, il était quand même président pendant 30 ans, ce que Mandela n'a pas fait, par exemple. Donc là, c'est en passant. Donc je dis que dans la philosophie, nos partis ne sont pas prêts de vivre la démocratie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui accèdent au pouvoir proviennent des partis qui ne sont pas contrôlés par l'État et qui sont mal gérés, et des partis qui ne correspondent qu'à leur image personnelle. Ça veut dire des partis qui ne sont que des entreprises privées. Lorsqu'ils sont en train d'animer les institutions, ces personnes développent des comportements insidieux, des comportements vicieux, des détournements, parce que pour faire vivre sa structure, il est obligé de garder la main sur les finances publiques. Et lors des prochaines échéances, tellement que c'est une conception patrimoniale, les militants ne vont pas cotiser ainsi de suite, mais ce qui va se passer, c'est qu'il faudra présenter des listes. On va dire, président, il nous faut 500 candidats, les gens vont écrire, mais le président va sortir l'argent pour qu'on aille payer et révélote. Jusqu'à ce que, comme je vous le dis, ça va continuer, la création des EPP, jusqu'à ce qu'on atteigne 2000. Pour vous, de la vie publique, passe par la nous voulons des partis politiques. Parce que quand je parle du financement, ce que je vois derrière le financement, ce n'est pas l'argent. Et on va parler des chiffres. Ce que je vois derrière le financement, c'est le contrôle. Je prends un chiffre. Dans ma proposition de loi, je dis qu'il faut donner 5 $, ou l'équivalent de 5 $, par voie préférentielle. Prenons le dernier fichier électoral, nous avions 46 millions d'enrôlés et nous avions 18 millions de votants. Vous prenez 18 millions de votants fois 5 $, ça vous fait 90 millions. La proposition de loi dit, les 90 millions, c'est pour l'ensemble des partis politiques, parce qu'il n'y a que 18 millions de votants, et c'est étalable sur 5 ans. Ça veut dire que par an, ce n'est que 18 millions. Mais 18 millions, c'est 1/10 de ce que M. Tshisekedi, en tant que chef de l'État ou en tant qu'institution, a dépensé depuis qu'il est président de la République. Donc ça ne représente absolument rien. Parce que quand on parle de 18 millions, si le MLC, qui est mon parti, a fait 100 000 voix, le MLC n'aura que 100 000 fois 5 $ qui font 500 000 $, et par an, il a droit à 100 $, à 100 000 $. Mais ce qui est intéressant, ce sont les conditions d'accession à ce financement. Bon, mais comment qui sont très dures. Mais les partis d'abord, ils ne tiennent pas de comptabilité. Et comment l'État va contrôler tout ça? Mais voilà, si vous avez la prétention ou vous êtes candidat au financement public, vous devez remplir des conditions que j'ai proposées dans la loi, notamment la tenue d'une comptabilité, la parité homme-femme. Il faut prouver que vous engagez du personnel administratif qui va justifier que l'État vous accompagne, les cotisations payées pour ce personnel. C'est vrai, vous avez émis des conditions drastiques, mais parce que les gens qui contrôlent l'appareil de l'État sont les mêmes qui contrôlent les partis politiques, ne pensez-vous pas que votre proposition de loi n'a pas de chance d'aboutir? Je peux le dire, je ne suis pas fataliste. On va essayer d'argumenter au maximum, on va essayer de convaincre un maximum de députés, mais une chose est certaine, dans cette proposition, nous disons que le cautionnement électoral doit être soumis au financement public. Ça veut dire que le cautionnement électoral doit représenter 60% du financement public. Donc, dans la mesure du possible, soit on élague le cautionnement. Si l'État ne veut pas financer, il élague le cautionnement. Mais on doit essayer d'obtenir quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer à demander à un parti politique, alors qu'il y a une loi qui existe, de financer et son cautionnement électoral, qui est finalement un droit de participation à l'élection, et une caution en français se rembourse. Donc ces cautions-là ne sont pas remboursables. Et financer son cautionnement, ça veut dire son droit de participation à l'élection,
et financer sa propre campagne électorale. Je trouve que c'est tout à fait indécent et ça rend toujours et de plus en plus la vie politique, ça la privatise de plus en plus. D'accord. Merci beaucoup Jean-Jacques Mamba, élu de Lukunga. De Lukunga. Merci de cette causerie, merci de cette invitation. On n'a pas épuisé ce sujet, il est très vaste, il est très passionnant. Merci beaucoup de votre temps, de cette... Et puis j'allais rajouter quelque chose, tu sais, parce qu'on parlait du chef de l'État. Le travail à faire, il est ici. Il faut demander au conseiller du chef de l'État. Il ne faut pas que le chef de l'État court derrière tout ce monde-là pour aller les convaincre de venir au Congo ou leur dire que le Congo va mieux. Il doit poser des actes forts. Il doit poser des actes forts. Et ces gens viendront demain. Et ces gens-là viendront demain parce qu'ils ont des représentations diplomatiques. Le signal fort lancé, le message circulera et ces gens viendront vers nous. Donc vous avez l'impression que la parole du président est plus forte que les actions? En tout cas, j'ai l'impression que les deniers publics dilapidés à aller construire une légitimité à l'extérieur du pays peuvent non seulement nous servir et que nous avons des signaux forts en matière de passeport, en matière de... Il y avait Kabila, vous avez dit que non, c'était un président qui s'isolait. Vous avez un président qui aime s'ouvrir, qui est chaleureux, qui est apprécié par la communauté internationale, qui cherche du soutien pour remettre la paix à l'est de la République. Vous n'avez pas lui empêcher. Donc une vie congolaise, ça vaut des millions. Et donc si le président prend son avion pour aller demander à ses partenaires internationaux de l'aider à vaincre les ADF NALU, les FDLR, c'est une excellente chose. Ce qui est le plus important, c'est qu'il organise l'armée localement et qu'il rende l'armée dissuasive. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il fasse l'économie des moyens pour résoudre les problèmes sur place. Si un voyage lui coûte 2 millions et qu'avec les 2 millions, il peut acheter une ration pour les militaires qui sont au front, on achète la ration pour les militaires qui sont au front. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par voie diplomatique qui ne doivent pas nécessairement mobiliser le déplacement du chef de l'État. Lorsqu'un chef d'État se déplace, ça coûte cher à l'État. Donc il faut que l'opportunité, la nécessité, voilà, l'oblige à le faire. Oui, mais si ce n'est pas indispensable, il peut passer par ses services. Mais comme je le dis, absolument. Il est président. Il a dit qu'il n'a jamais été président de la République. Je pense que nous avons besoin de lui ici. Nous avons besoin de régler avec lui un tas de questions ici. Et que pour cette première année, il aurait peut-être mieux fait de travailler sur des questions directement à partir d'ici et voir dans quelle mesure ils pouvaient consolider à l'extérieur. Parce que le vrai problème qu'il y a dans ce pays, ce n'est pas à l'étranger. Ce ne sont pas les amis qui vont nous aider parce que dans la mesure Allez, soyons réalistes. Il y a, moi ce que je vais appeler ici, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc si le désordre qui est causé dans notre pays est le fait de nos matières premières, même si vous allez les voir, et je pense que Kabila l'a fait plusieurs fois, s'ils ont cette intention, ils vont continuer à œuvrer dans ce sens-là. Ce qui est le plus intéressant, c'est de ne pas continuer à laisser nos frontières poreuses, c'est de bien équiper les militaires, veiller à ceux qui soient bien entraînés pour qu'ils constituent une vraie force dissuasive, parce que le voisin, c'est toujours la langue de bois. C'est vrai, mais le problème c'est qu'avec un budget en ressources propres de moins de 5 milliards de dollars, les moyens sont limités. Il faut raison pour laquelle lorsqu'ils sont limités, il faut faire la parcimonie des voyages. Absolument. Donc voilà un peu, merci d'être venu, hein. Moi je trouve ça très sympa, je crois qu'on va faire de tels exercices. Si tu as une information ou quelque chose qui se passe au Parlement, voilà, où tu veux avoir un avis, où tu veux voir ce que j'en pense, ben, tu es le bienvenu. Je t'inviterai de temps en temps pour qu'on parle. C'est un concept qui est un peu compliqué parce que c'est mon émission. Et je te pose aussi des questions. Bon, je n'exagère pas, je suppose. Et puis voilà, donc merci d'être venu et à la prochaine. Merci beaucoup.